Salut les tondeuses, c'est la praline, vous regardez le 19e journal de la F1. Allez, c'est parti! La 16e manche du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Monza en Italie. Ah, Monza, c'est le temple de la vitesse. On l'appelle comme ça parce que c'est un circuit ultra rapide. D'énormes lignes droites, de gros freinages avec des chicanes qui se prennent à basse vitesse. Le spectacle est toujours au rendez-vous, les tifosi sont là par milliers. Une ambiance de folie. C'est un incontournable du calendrier. On va voir dans un premier temps que les ambiances se sont multipliées sur le circuit de Monza entre les hommages et les nouvelles couleurs. C'était triste et c'était beau à la fois. Ensuite, on fera le point sur les qualifs. On a vu qu'en qualif, hormis les pilotes qui font des tours chrono, les pénalités sont encore au rendez-vous et c'est elles qui ont dicté la cadence. Et bien sûr, on finira ce débrief avec la course pendant laquelle il s'est passé des choses chouettes et on a même vu réapparaître des spectres du passé. Ouh, allez, c'est tout de suite! Comment ne pas commencer ce débrief en parlant des hommages rendus à la reine Elisabeth II qui est morte ce week-end. Des brassards noirs, des minutes de silence avant chaque séance, alors qu'elle est morte qu'une fois. Des stickers sur les voitures, des affiches partout sur le circuit. Bref, on sent bien que la Formule 1 a beaucoup de racines en Angleterre et lors de ce genre d'événement-là, ça se ressent vraiment. C'était sincère, même si ça marque bien de le faire. C'était suffisamment léger pour pas être larmoyant, mais c'était fait, c'était affiché, c'était des beaux moments. Ensuite, en termes d'ambiance, il y a une équipe qui a marqué un petit peu tout le plateau. Et c'est pas pour rien s'ils le font à Monza, c'est Ferrari. Ferrari se sont parés de leur plus belle couleur jaune. Il faut savoir que le jaune est la vraie couleur de Ferrari en réalité. D'ailleurs, quand vous regardez le blason Ferrari, la couleur à l'intérieur, c'est pas rouge, hein, c'est jaune. Le jaune de Modène, la ville dans laquelle a été créée Ferrari. Pour leur 75e anniversaire, ils avaient décidé à Monza d'appliquer une livrée spéciale, des couleurs spéciales sur la voiture, mais aussi sur les tenues, que ce soit pour les pilotes, les mécanos, des clins d'œil jaunes un petit peu partout sur la voiture, c'était flambant. Moi je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça plutôt très beau, à part à l'arrière du capot moteur où je trouvais ça assez moyen, mais alors le Ferrari jaune sur l'aileron arrière c'était magique. Les mécanos dans les stands ils faisaient un peu Pikachu, perso j'aurais pris un jaune un peu moins pétant, mais enfin honnêtement c'était cool, ça changeait, c'était chouette. Alexander Albon nous a aussi fait sa petite surprise du week-end. Il nous a fait une crise d'appendicite le vendredi soir. Ah, alors ça c'est pas drôle, hein, appendicite c'est pas un cadeau, mais enfin c'est pas bien méchant non plus. Il sera donc remplacé pour la séance de qualification et la course au pied levé par Nyck de Vries. Nyck de Vries c'est le champion du monde de Formule 2 de 2019. Il a été aussi champion du monde de Formule E. Il court avec une Oreca dans Le Mans Series. Bref, c'est un jeune pilote qui n'a pas sa place en Formule 1 et c'est une erreur parce qu'il a beaucoup de talent, il est potentiellement très rapide. Il a roulé pendant la première séance d'essai libre dans une Aston Martin, fatalité. Beaucoup de jeunes pilotes ont des piges comme ça d'une séance avec des écuries. Lui, ça lui aura été très utile, même si c'est pas la même voiture, puisqu'il sera dans la Williams pour les qualifs et la course. C'est toujours bon à prendre le rythme, le rythme général de la voiture, les points de freinage, tout ça, tout ça. C'est une occasion unique pour lui de prouver ce qu'il vaut enfin, et il tombe au meilleur endroit. C'est-à-dire que chez Williams, il n'a rien à prouver. S'il avait été chez Mercedes, ça aurait peut-être pas été la même. Et son coéquipier, c'est Latifi. Alors pour défoncer quelqu'un sur le plateau, on peut pas mieux tomber non plus. Voilà, il est avec une des plus mauvaises voitures et sûrement le coéquipier le plus mauvais du plateau. Pour le reste, ça va être à son talent de faire la différence et à sa réussite. J'ai noté un petit tweet d'Albon qui est très chouette. Concernant sa crise d'appendicite, il a marqué « Le problème, c'est que je vais louper le Grand Prix du week-end qui s'annonçait bien pour notre équipe, que ça fait mal, mais les bons côtés des choses, c'est la perte de poids, ah ouais, on va lui enlever un morceau, et une cicatrice qui fait cool. » Et je trouve ça très chouette comme façon de communiquer autour de ça. L'appendicite, c'est pas dramatique, ça tombe au mauvais moment là, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Et il arrive à tourner ça avec son esprit toujours un petit peu joueur. Bravo, moi j'aime bien ça. En parlant de Latifi qui est le plus nul du plateau, la FIA a diffusé ce clip-là. Alors je vous le mets en fond, mais je vais quand même vous le commenter. On a tous les pilotes qui viennent dire successivement qu'il faut être gentil sur les réseaux sociaux, qu'il faut pas insulter, qu'il faut pas dire n'importe quoi, qu'être méchant c'est méchant, qu'être gentil c'est gentil. Depuis quelques semaines, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe en Formule 1 avec une arrivée massive de nouveaux téléspectateurs, spectateurs. Et donc évidemment, tout ce qui se passe dans la société en général arrive aussi en Formule 1 et ils essayent un petit peu de calmer les choses. C'est pourquoi vous ne m'entendrez plus dire que ce Latifi est vraiment une grosse qui peut aller lui et sa et qu'il ne mérite pas sa place sur la grille.
Pendant les qualifs, ça a été le festival du merdier. Beaucoup de pénalités à ne plus rien y comprendre. Pour vous dire, la grille a été rendue officielle seulement le dimanche matin parce qu'avant ça, ils se faisaient tous des nœuds au cerveau en train de calculer si, ça, là-bas, oh là là. Avant de parler de tout ça, on va quand même parler de l'aspect sportif des qualifications. Déjà, on notera qu'en Q1, Latifi se fait éliminer direct à son dernier tour chrono au premier virage. Il n'a pas attendu le dernier virage. Au premier virage, il se loupe sur le freinage, il tire tout droit. Terminé, Q1, exit. Et là, comme d'habitude, c'est pas sa faute. Il dit... La voiture a pas freiné, je sais pas ce qui s'est passé. Alors vieux, si t'avais freiné 10 mètres plus tôt, eh ben le virage, tu l'aurais passé. De Vries se met lui en Q2 et objectif rempli, il a défoncé le petit Latifi. Et le gars, ça fait 20 minutes, il est dans la voiture. Hein. Il a pas touché la voiture du week-end. 20 minutes dans une voiture et déjà il est plus fort que Latifi. C'est quand même exceptionnel. Il y a un léger malaise chez Williams, même s'ils sont contents encore une fois de retrouver un pilote qui va au-delà de la Q1, surtout sur un circuit qui leur est favorable. Mais on sent quand même que, on passe pour des cons. Hein. Jusqu'à la fin des qualifs, c'est très serré entre les Ferrari et les Red Bull. Dans les dernières secondes de la Q3, on a les trois pilotes Sainz, Leclerc et Verstappen qui en finissent avec leur tour chrono. Sainz est devant, Leclerc améliore et quelques secondes après, c'est Verstappen qui n'arrive pas à améliorer. Il se place entre les deux Ferrari. Ferrari sont étonnamment rapides face aux Red Bull. Avec ce qui s'est passé à Spa, on s'était dit que Verstappen allait défoncer tout le monde avec leur VMAX. Et là, Verstappen n'a pas la meilleure VMAX. C'est Leclerc qui va plus vite que Verstappen en ligne droite. Ça, c'est quelque chose de très nouveau cette année. On sait que Ferrari a amené un aileron arrière extrême pour l'occasion et on sait aussi que Red Bull n'a pas changé son aileron arrière. Ils investissent déjà l'argent pour l'année prochaine. Ils ont déjà gagné. On va pas non plus commencer à gaspiller juste pour être premier. Donc Ferrari a soigné son approche du Grand Prix à domicile, ça c'est important pour eux, et c'est chouette parce qu'on retrouve un cas de figure assez nouveau et un contexte assez cool. On va parler maintenant des pénalités. Alors les pénalités, ça a été le merdier. On n'y comprend plus rien. Il y en a qui prennent des pénalités de 5 places, de 3 places, de 10 places, de 15 places, qui partent en fond de grille. Alors tous ceux qui partent en fond de grille, ils se battent entre eux. On arrive au bout de cette réglementation qui gère les échanges de composants moteurs de cette façon-là. L'idée est bonne, hein, limiter le nombre de moteurs par an, ça évite de bouffer un moteur par week-end, et c'est d'accord là-dessus. Mais la façon dont c'est géré, on sent bien qu'on arrive au bout du système. La FIA est d'ores et déjà en train de bosser sur une nouvelle approche des choses, mais pour le moment, il y a certains grands prix où vraiment ça devient compliqué. C'est compliqué parce que le moteur est subdivisé en 5 parties qui elles-mêmes sont subdivisées. On a le droit à 3 allocations par ces divisions-là, puis les boîtes de vitesse, elles doivent tenir 7 grands prix. Enfin, c'est très technique, il faut vraiment se pencher sur l'histoire pour la suivre. C'est pas un cadeau. Sans compter que c'est pas super télévisuel, c'est-à-dire qu'on est là, on voit un mec qui est plus rapide qu'un autre, et le lendemain, il part derrière. Alors là, on comprend rien. Ça manque de clarté. Même si on voit bien que dans les incrustations, ils essayent de l'expliquer et tout, mais c'est quand même pas simple. Pour vous montrer à quel point c'est quand même pas simple, j'ai pris des notes parce que je serais incapable de m'en rappeler de tête pour vous expliquer un petit peu toutes les pénalités qui se sont attribuées pendant cette séance de qualification. Alors, on a Ocon qui a pris 5 places pour un nouveau moteur à combustion interne. Verstappen, la même chose, 5 places de pénalité. Perez, 10 places pour 2 composants moteurs. Schumacher qui prend 15 places pour un moteur, une boîte. Bottas qui prend 15 places pour un moteur, un turbo, un MGUH. Le MGUH, c'est la récupération d'énergie du turbo. Magnussen qui prend aussi 15 places pour un moteur, un turbo, un MGUH. Sainz prend 25 places de pénalité pour un MGUK, c'est la récupération d'énergie cinétique au freinage. Les composants électroniques, la boîte de vitesse, il partira lui en fond de grille. Tsunoda, il prend 13 places de pénalité pour un moteur, un turbo, un MGUH, un MGUK, plus 5 réprimandes dans l'année qui lui donnent 3 places de pénalité, plus non-respect des drapeaux jaunes en séance d'essai libre 2, il partira aussi du fond de la grille. Hamilton partira en fond de grille pour un changement moteur, turbo, MGUH, MGUK. Même avec le détail, c'est pas particulièrement plus clair. Donc il est temps qu'on passe à autre chose parce que ça coûte un prix fou en antidépresseurs et en Doliprane. Cette fois, ça y est, on est dimanche, c'est le moment du départ du Grand Prix. On est chaud, on est bouillant, il fait beau, les tifosi sont là en quantité astronomique. Avant le départ, on va rappeler que Leclerc s'élance de la pole et que Verstappen avec ses pénalités part 7ème. Le départ se passe bien, c'est ok pour Leclerc, il garde sa première place. Russell coupe un petit peu la chicane, mais rien de bien méchant, c'est pour éviter tout incident. Norris reste scotché, il a failli caler au démarrage, mais ça s'est repris, mais bon, il se fait avaler par la meute. Verstappen, dès le tour numéro 2, il est déjà 3ème.
7e. Ça c'est fait. Il partait 7e, au deuxième tour il est 3e. Au 5e tour, il est 2e. On commence à avoir l'habitude de le voir remonter à fond de cale dans le trafic, mais quand même ça reste toujours aussi impressionnant. Il est d'une facilité extrême. Et là maintenant il est 2e avec Leclerc devant lui à un petit peu plus de 2 secondes. On se dit ça y est, c'est parti, le duel Verstappen-Leclerc à Monza, on y va. On note que Red Bull fait rentrer Perez dans les stands assez tôt pour chausser des pneus hard. Bon, lui, il est parti derrière avec ses pénalités, il est un petit peu englué dans le trafic et globalement, on s'en fout un petit peu aussi. On lui passe des pneus hard pour voir si ces derniers ont du rythme et si on va pouvoir les adapter à une potentielle stratégie de Verstappen. Au tour numéro 12, Vettel casse son moteur. Bon, ça arrive, surtout à Monza, ça arrive vite. Alors c'est dommage, on verra pas Vettel plus longtemps dans ce Grand Prix là, mais par contre, j'ai trouvé pourquoi il a ce sens de l'humour si décalé. J'ai vu son père dans les stands tout le long du week-end. Regardez cette image que j'ai capturée. Elle est géniale. Voilà. Quand on voit le père, on comprend le fils et c'est très cool. Vettel abandonne, virtual safety car, le temps d'évacuer la voiture. Pendant ce virtual safety car, Leclerc saute dans les stands. Il chausse des médiums, l'arrêt se passe bien. Alléluia! Mais personne d'autre ne va profiter de cette virtual safety car pour changer de stratégie. À partir de là, on sait que Leclerc sera sur une stratégie à 2 arrêts, quand Verstappen va tenter logiquement de faire une stratégie à 1 arrêt. S'il avait voulu faire 2 arrêts, il aurait profité du virtual safety car lui aussi. Et Verstappen d'ailleurs fait durer ses pneus tendres jusqu'au tour numéro 25, quasiment la moitié de la course. Et là il saute dans les stands, il met des pneus médiums et on sait qu'avec ça il ira largement au bout. Il avait 13 secondes d'avance sur Leclerc avant d'entrer dans les stands, il ressort deuxième à 10 secondes de retard. Une dizaine de tours plus tard, au tour numéro 34, c'est Leclerc qui rentre au stand pour passer de médium en soft, son deuxième arrêt et dernier arrêt de la course. Le but du jeu, c'est de ressortir en soft avec beaucoup de rythme pour rattraper le retard qu'aura pris l'arrêt par rapport à Verstappen qui n'a fait qu'un seul arrêt. Il ressort deuxième avec 19 secondes de retard, mais malgré les softs, on s'aperçoit vite qu'il n'arrivera pas à remonter à la régulière. Il n'a pas le rythme qu'a Verstappen avec ses pneus médiums usés. Alors si, il est plus rapide, mais c'est largement pas suffisant pour le rattraper avec son train de pneus soft. Dès les quelques tours qui suivent cet arrêt-là, on sait que la stratégie à 2 arrêts ne fonctionne pas. Sur le papier, ça pouvait le faire, mais en réalité, ça ne marche pas. La Red Bull a beaucoup trop de rythme et la Ferrari bouffe ses pneus. Elle a très peu d'appui à l'arrière, ce qui fait que la voiture est toujours un petit peu en dérive et elle bouffe les gommes à vitesse grand V. Comparé à la Red Bull qui a un petit peu plus d'appui, elle va moins vite dans les lignes droites, mais pour le coup, elle conserve ses pneus beaucoup mieux. Pour autant, on avait compris très tôt dans le Grand Prix que Ferrari voulait décaler sa stratégie par rapport à Red Bull. Si Red Bull avait choisi une stratégie à 2 arrêts, Ferrari se serait embarqué sur une stratégie à 1 arrêt. Là, Red Bull a choisi une stratégie à 1 arrêt, ils se sont embarqués sur une stratégie à 2 arrêts. La course suit son cours et on voit l'arrivée se profiler à l'horizon. Quand 5 tours avant la fin du Grand Prix, Ricciardo tombe en panne. Brrr, hop, voiture garée, abandon. C'est dommage parce qu'il faisait un Grand Prix plutôt sympa. Mais au-delà de ça, à 5 tours de la fin, on déploie la safety car. Et là, la safety car à 5 tours de la fin, on sent planer le spectre de Michael Masi qui revient comme à Abu Dhabi. Tout le monde plonge dans les stands pour chausser des pneus soft les plus neufs possibles. Et dès que c'est fait, les pilotes, les écuries, les spectateurs, les téléspectateurs, moi, les commentateurs, on est tous là. Allez-y, relancez qu'on les voit se battre en piste là, comme ça ils repartent les uns derrière les autres. Ça va être enfin le combat qu'on attend depuis le début de la course. Mais les commissaires galèrent à enlever la voiture de Ricciardo. En réalité, ils n'arrivent pas à la mettre au point neutre, au point mort. Du coup, ils peuvent pas la pousser. Quand ils voient qu'ils y arrivent pas, ils appellent une grue. Le temps que la grue elle arrive pour lever la voiture, ça a mis des plombes et la FIA ne commettra pas une seule petite incartade par rapport aux procédures écrites noir sur blanc. Ça va, ils ont donné avec les libertés pour faire la course, ils s'en sont pris plein la gueule, ils ont été obligés de dégager leur directeur de course. Cette fois, on applique bêtement et définitivement la procédure. Moralité, on relâche les voitures 20 mètres avant la ligne d'arrivée. Bravo! Après l'énorme buzz d'Abu Dhabi, à la fin de la saison dernière, entre Verstappen et Hamilton, la FIA ne pouvait pas se permettre d'adapter quoi que ce soit du règlement pour cette reprise de course. Et là, c'est bien fait pour nous, j'ai envie de dire. Je m'inclus dans le lot, on a fait tous un fatras de toute cette histoire-là. Ils auraient dû relancer, ils auraient pas dû relancer, ça aurait dû finir sous safety car, ça aurait été Hamilton qui aurait gagné, ils ont relancé, c'était Verstappen qui gagne, blablabla. On va pas revenir là-dessus. Mon point de vue à moi, il est très clair. J'ai été content qu'on
on relance la course pour pas finir un championnat du monde sous safety car, c'était mon avis à moi. Après là, ça a profité à Verstappen, c'est sûr. Et en soi, c'est triste, mais c'est aussi le sport, c'est comme ça. Et là, on aurait bien voulu qu'il relance la course, puisque finalement, le championnat, il est déjà plié. On aurait juste voulu voir se battre Verstappen et Leclerc sur une piste comme Monza. Ça aurait eu sacrément de la gueule. Mais avec tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas osé et ils ont bien fait. Quelle que soit la décision qu'ils ont eu à prendre, elle n'aura pas contenté tout le monde. Là encore, on a Wolff, avec sa mauvaise foi légendaire, dit « Ah ben voilà, enfin on applique les procédures, il était temps !» Alors il a Russell qui est sur le podium, ça l'arrange. Et Ferrari, Red Bull qui sont d'accord pour le coup en disant « Ça aurait été chouette de finir à l'ancienne, de voir un petit peu la bagarre entre les deux. » Les deux écuries sont d'accord. Red Bull, ils savent que de toute façon on s'est gagné. Et Ferrari, ils auraient quand même voulu pouvoir se défendre à domicile. Ça aurait changé les choses pour l'image et ça aurait donné surtout une belle bataille. Mais rassurez-vous, puisqu'il faut toujours trouver un coupable, depuis hier après-midi, ça tape sur les commissaires de course et l'organisation en général. Ouais, on n'a pas évacué la bagnole assez tôt et tout. Alors qu'en vrai, voilà, normalement la voiture aurait été évacuée vite, mais elle était bloquée avec une vitesse engagée, impossible de la mettre au point mort. Et à ce moment-là, le temps que la grue arrive, ça a pris quelques minutes, parce que ça va vite finalement. Il faut toujours un coupable et celui-ci n'aura pas de nom. Ce sera les commissaires. Et c'est déjà pas si mal. Au niveau du classement, on n'en parle même plus. Conforte encore son avance, il passe à 116 points d'avance sur Leclerc. C'est énorme, il reste 6 Grands Prix. Il a quasiment 5 Grands Prix d'avance. À mon avis, le prochain Grand Prix, il peut déjà être champion du monde selon comment ça se passe. Et voilà les tondeuses, ce débrief est maintenant terminé. On se retrouve dans 3 semaines pour le Grand Prix de Singapour qui peut déjà être décisif. Comme dirait Denis Brognard, qui peut déjà être décisif. Singapour, ça va être un Grand Prix compliqué. On sait que là-bas, il fait très chaud, très humide. Le Grand Prix est très long. Il est très éprouvant. Il peut se passer un milliard de choses en piste. Ça va être super. Allez, on se retrouve bientôt. Salut!